de Bet Shabab, capitale régionale de fondeurs de cloches, à Angoulême, capitale internationale de la bande dessinée, le docteur Patrick Narché a toujours été un ami fidèle de son Liban d'origine. These slides. Anesthésiste réanimateur au centre clinical Soyo à Angoulême, France depuis 2002. Membre du conseil SFAR et ESRA pendant plusieurs années. Ambassadeur ESRA 2018 jusqu'à 2022. Expert en SOS ALR Hotline France. Conférencier et membre du comité scientifique de plusieurs sociétés savantes, ASRA, ESRA, WCA. Sur le plan national, vice-président du diplôme universitaire en technique ultrasonique, en anesthésie et réanimation à l'université libanaise Beyrouth, où il a participé avec une équipe d'enseignants internationaux de haut niveau à la formation spécialisée de plus d'une centaine d'anesthésistes libanais dont je fais partie. Il est temps de faire revivre cette heureuse initiative, cher Patrick, en particulier en ces temps de crise. Mais revenons pour l'instant à notre thématique, meilleure technique d'anesthésie pour la chirurgie de la hanche. Dr. Narché, the floor is yours. Merci, Noé. Welcome for this session. We are late. يعني اللي بقي هون معناتها résistant. Merci d'être là. On va parler de est-ce que le type d'anesthésie que nous allons choisir pour la fracture du col peut influencer la mortalité et la morbidité? Est-ce que c'est une indication de choix ou non? J'ai commencé mon résidentat d'anesthésie il y a 35 ans avec cette question. On a fait un débat sur la fracture du col il y a 12 ans en France, où on m'a demandé de défendre l'anesthésie générale contre l'arraché-anesthésie il y a 12 ans. Et là, quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je me suis dit, bon, je vais utiliser l'ancienne et je vais rajouter quelques nouveautés. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de nouveautés que j'ai tout jeté des anciennes et j'ai appris énormément de choses pour moi et j'espère qu'on va les partager ensemble. The slides are in English, but I have to talk in French to respect some balance in the Lebanese society between the French and the English language. But you can follow, the slides are in English and you can easily understand. Donc, première question, anesthesia, spinal or general? Quand on parle de l'anesthésie loco-régionale pour la fracture du col, dans 98%, c'est une rachianesthésie. Et dans les 2% qui restent, vous pouvez choisir entre épidural, combined spinal epidural, ou bien certains d'entre vous très, très enthousiastes, faire la fracture du col sous bloc nerveux périphérique. Je sais que certains parmi vous sont tentés par cette technique, mais je suis obligé de vous dire que quand on a fait les enquêtes sur la mortalité en anesthésie loco-régionale en France, le premier bloc qui cause des décès, c'est le psoas bloc, c'est le posterior approach du plexus lombaire. Alors, pour faire une anesthésie complète sous bloc nerveux pour la fracture du col, je vous souhaite bon courage. Il faut faire un bon bloc du psoas, il faut ajouter un bloc du sciatique, il faut rajouter un bloc sous-costal pour couvrir l'incision. Donc, je n'ose pas imaginer les volumes, les doses que vous allez utiliser et les additifs chez des patients qui ont quand même beaucoup de comorbidités. Et si vous rajoutez à ça, s'il faut être honnête, parce que moi, j'en ai fait quelques-uns, ça finit toujours avec des petites doses de propofol, soi-disant une sédation, puis un peu de fentanyl parce que le malade a un peu mal, et très souvent, ça finit avec un petit masque laryngé, en essayant de se convaincre que ma loco-régionale a marché, mais c'est le patient qui n'est pas coopérant et tout. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, personnellement, j'oublie ces techniques pour la fracture du col. Si vous voulez, continuez, mais sachez que vous jouez avec le feu. Donc, pour l'arraché-anesthésie, vous avez deux choix, ou le single shot, ou bien l'arraché continu, combined spinal epidural. Et là, vous pouvez utiliser le kit de péridurale adulte que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire une rachis continue, ou bien il y a des compagnies qui font des kits spéciaux de rachis continu que vous pouvez utiliser, mais qui sont techniquement un peu plus difficiles parce que les cathéters sont très fins et parfois on a du mal à rentrer le cathéter. Voilà, ça, c'est les équipes toulousaines qui ont beaucoup travaillé sur la rachis continue dans les fractures du col avec la bupi isobar.
donc pas l'hyperbar, avec l'isobar. Donc, ils ont comparé single shot, 7,5 mg, donc 1 cc et demi, et une technique de rachis continu titré avec des bolus de 2,5 mg, et puis ils réinjectent si le niveau n'est pas suffisant. L'âge moyen de ces patients, et ça c'est très important dans les études, l'âge moyen 86. Ce n'est pas des malades de 65 et 70 ans. Moi, j'ai 63 ans. Alors, je ne sais pas si on doit me considérer comme elderly, mais aujourd'hui, 65 ans, c'est jeune. Si on veut parler vraiment des elderly aujourd'hui, c'est les 80, 85, 90, 95. On opère des gens qui ont 95 ans. Donc là, dans cette étude, c'est assez sérieux, puisque l'âge moyen, c'est 86 ans. Donc, c'est des vrais vieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent? Que l'incidence d'hypotension est 2 fois moindre, que l'incidence des hypotensions sévères qui nécessitent de la noradrénaline et tout était nettement moindre, 8% dans le groupe rachis continu, 51% dans le groupe single shot, et que les doses de marcaïne en rachis continu, en fait, avec 5 mg en moyenne, on peut faire une fracture du col. Et alors, je ne sais pas si le pointeur marche, mais là, quand vous regardez dans le groupe rachis continu, avec 2,5 mg, parfois la rachis est suffisante, et de temps en temps, il faut 10 mg. Donc, la dose moyenne de 5 mg en single shot peut ne pas suffire. Et vous faites une dose de 5 mg, vous rajoutez un peu de fentanyl, et puis de temps en temps, ça ne suffit pas, et donc il faut être prêt à passer à autre chose si vous n'avez pas un cathéter intrathecal. Voilà, 5% des patients ont eu besoin de 10 mg. Là, un deuxième cas clinique de Toulouse aussi, Régis Fusier, sur un cas clinique de rétrécissement aortique sévère. 2 cas. Un cas où il a utilisé single shot 2,5 mg avec un peu de sufentanil, et dans le deuxième cas, une rachis continue titrée, des bolus de 1,5 mg de bupivacaïne isobar. Alors, regardez le profil hémodynamique, la tension, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà la tension systolique. Et un des 2 patients a eu besoin de 3 bolus de 50 gamma de néosinéphrine. Et c'est... On ne les voit pas, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, un des 2 patients a eu besoin de 3 bolus de 50 gamma de néosinéphrine, ce qui n'est pas énorme pour maintenir une stabilité hémodynamique pendant toute l'intervention. Donc, le mythe de dire, moi, quand j'ai un rétrécissement aortique serré, je refuse de faire une rachis-anesthésie, est quelque chose qu'il faut revoir, parce qu'on peut éviter les hypotensions avec une rachis continue, ou bien si vous faites du single shot, ce n'est pas choquant, mais il ne faut pas faire des 12,5 mg de bupivacaïne, ni de 10 mg de bupivacaïne pour votre rachis single shot, avec 7,5 de bupi isobar, un peu de fentanyl ou de sufentanil, et des petits bolus de néosinéphrine. Aujourd'hui, ce qu'on fait le plus souvent aujourd'hui chez le sujet âgé, que ce soit anesthésie générale ou rachis-anesthésie, mais peut-être que vous faites pareil, il y a une seringue électrique de noradrénaline qui est prête à l'induction de l'anesthésie générale chez les sujets très, très fatigués, qu'on utilise pour l'anesthésie générale, parce que quand on fait une induction d'anesthésie générale, on a beau être doux et tout, il n'y a pas de bonne anesthésie générale sans chute de tension à l'induction. Et donc, il faut éviter ces hypotensions chez les patients qui ont des rétrécissements aortiques serrés. Là, c'est un deuxième cas aussi toulousain, c'est Vincent Mainville, donc aussi 87 ans, donc un vrai vieux. Aortic stenosis sévère, hypertension artérielle pulmonaire. Donc, nous, quand on entend hypertension artérielle pulmonaire, pour nous, c'est contre-indication à la rachis. Fraction d'éjection, 25%. Donc, ils lui ont posé un cathé radial sous anesthésie locale. Avec une rachis continue, ils ont injecté 3 bolus de 2,5 mg de bupi isobar. Le patient a eu besoin d'un seul bolus de 6 mg d'éphédrine. Et donc, voilà, dans ces cas extrêmes, où on aurait tous fait une anesthésie générale, eh bien, vous voyez que même dans ces cas extrêmes, fraction d'éjection à 25%, HTAP sévère et tout, on peut, en titrant la rachis-anesthésie, éviter l'anesthésie générale si on veut absolument éviter l'anesthésie générale chez ces patients. Et encore une fois, si vous décidez de faire une anesthésie générale chez ces patients, je suis sûr que vous aurez besoin de perfusion d'alpha+, néosinéphrine, noradrénaline, éphédrine, selon votre choix. Donc là, on va voir si vraiment cette technique que nous utilisons, rachis ou AG, influe sur la mortalité. Donc pendant des années, enfin, dans les années 80, on pensait que la rachis-anesthésie était meilleure que l'AG. Et puis dans les années 90-2000, on a dit non, il n'y a pas de différence. Voilà, ça c'est une des études, mortalité à 30 jours.
Donc, ils ont étudié la mortalité un mois après l'opération. Bon, la différence n'est pas significative, il y a entre 5 et 6% de mortalité. Vous opérez sans fracture du col, vous êtes sûr que dans un mois, il y en a 6% qui ont déjà disparu. Ah, par contre, quand on voit la mortalité, je suis désolé, mais je ne sais pas comment monter le graphique. Là, vous avez la durée que vous ne voyez pas, mais faites-moi confiance. Et là, vous avez le risque de décès de cause cardiaque et de cause non cardiaque sur un an. Et donc, en fait, le premier mois, vous avez entre 5 et 10% de décès. Mais après, ces malades repartent chez eux, ou ils vont dans des maisons de retraite et tout. Et quand on les suit, un an après, il y en a entre 19 et 30% qui ont disparu de la circulation, qui sont morts. Donc, mettez en tête que ce n'est pas parce que le patient est sorti de l'hôpital que ça y est, il est sauvé. C'est des malades qui sont tellement fatigués que de toute façon, la mort naturelle va arriver et 20 à 30%, un an après la chirurgie, vont mourir. Là, cette deuxième étude en 2012 avec un des spécialistes de la fracture du col, si vous faites la bibliographie, Mark Newman, c'est monsieur fracture du col dans le monde, étude rétrospective à New York dans 126 hôpitaux, 18 000 patients. Et donc, lui, il montre qu'il y a une différence significative dans le taux de décès et dans le taux de complications pulmonaires en faveur de l'arachy-anesthésie. Et là, on se dit, mais comment beaucoup d'études ne montrent pas de différence et celui-là montre une différence. Mais lui, Mark Newman, a étudié la mortalité pendant l'hospitalisation, avant la sortie des patients. Et là, on voit qu'il y a un net avantage de l'arachy-anesthésie. Il y a quasiment 30% de décès en moins quand vous faites une arachy-anesthésie pour fracture du col et aussi 25% moins de complications respiratoires, ce qui peut se comprendre. Et je sais que nous, anesthésistes, on est très, très sensibles au facteur le malade est mort en post-opératoire d'une umbe d'arbalayé. Alors que si le même malade meurt un mois après, nous, on est protégés. Donc, pour notre confort, ça, c'est un chiffre qui peut vous intéresser, que la mortalité intra-hospitalière, quand c'est des vrais sujets âgés, est diminuée avec l'arachy-anesthésie. Donc, quand vous regardez la mortalité pendant l'hospitalisation, elle est différente. À 30 jours, les mortalités sont comparables et à un an, 20 à 30% vont mourir, même ceux qui ont eu des arachy-anesthésie. Là, c'est une autre étude, donc 23 études donc, en méta-analyse, 414 000 patients. Là, c'est la mortalité à 30 jours. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de différence à 30 jours. Et là, on voit la mortalité in-hospital mortality, et là, on voit que c'est mieux dans le groupe arachy-anesthésie. Donc, une deuxième étude qui confirme qu'il y a un bénéfice pendant l'hospitalisation, mais pas au-delà de la sortie des patients. L'incidence de l'infarctus du myocarde est là, significative, et les complications respiratoires, tout compris, respiratory failure, infection et tout, est nettement moindre dans le groupe arachy-anesthésie. Alors là encore, c'est une étude, oui, c'est vrai que quand on fait des arachy-anesthésie à ces personnes âgées, souvent on a besoin de les shooter un peu, soit parce qu'ils s'agitent un peu, la comorbidité, les troubles cognitifs préopératoires, donc on veut faire une petite sédation. Est-ce que la sédation influe sur la mortalité de l'arachy-anesthésie? Donc là, ils ont fait deux groupes qu'ils ont sédatés avec dormicum, dexmédetomidine, ce que vous voulez, un mélange. Et un groupe où ils ont fixé le BIS, le Bispectral Index, à 80%, donc sédation légère, et dans un autre groupe, sédation profonde, pour que le patient soit confortable, le chirurgien confortable, et évidemment l'anesthésiste en premier confortable. Donc sédation profonde contre sédation légère. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence dans le taux de survie quand on prend le groupe sédation légère et la sédation profonde. Par contre, quand on étudie les patients qui ont un score de Charlson, c'est un score de comorbidité globale, si les malades sont des vrais vieux, beaucoup de comorbidités, quasiment au bord de la mort, 90 ans, 95 ans, vous voyez que la sédation profonde, le taux de survie est 2 fois moindre que dans le groupe qui a eu la sédation légère. Donc, si vous voulez shooter ces patients, il faut vraiment une sédation, mais vraiment légère. Sinon, faites une AG peut-être, vous n'aurez peut-être pas de pire résultat. Là, c'est une étude intéressante canadienne qui ont étudié la mortalité de l'arachie et de l'anesthésie générale en fonction de l'expérience des équipes d'anesthésie dans cet hôpital, le taux de rachis-anesthésie pour fracture du col qu'ils font. En gros, si vous êtes à l'hôpital
que vous faites 40% de rachis pour les fractures du col, et on compare à un autre hôpital, Clemenceau, où ils font 10% de rachis pour les fractures du col, et de voir la mortalité dans ces deux hôpitaux en fonction de l'expérience des rachis. Et là, vous voyez que les équipes qui font moins que 20% de rachis pour les fractures du col, donc qui n'ont pas une expérience de la gestion des rachis, ont un taux de mortalité qui est plus élevé. À partir de 20-25%, il n'y a plus de différence. Donc, en gros, plus on a l'expérience des rachis, et meilleurs sont nos résultats, et meilleur est l'impact sur la mortalité de la rachis dans les cas des fractures du col. Donc ça, c'est un deuxième message. Il faut en faire un minimum, 25%, au moins 25%, pour que vous soyez dans le groupe qui donne les meilleurs résultats en rachis anesthésie. Donc, low rates of hospital level of neuroaxial use, in particular less than 10 to 25%, were associated with decreased survival independently of... Et donc, là, depuis cette étude, regardez le taux de rachis anesthésie en Ontario, donc la région canadienne où ils ont fait l'étude. Ils ont fait l'étude en 2003-2004 et leur taux est passé de 40 à 53%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, le taux moyen de rachis anesthésie dans les fractures du col est aux alentours de 30%. En Europe, c'est beaucoup plus parce qu'il y a une culture de la loco régionale qui est plus développée. Et au Canada, ils doivent être aux alentours de 50-60%. Donc, gardez au moins 25 à 30% de rachis anesthésie pour que le jour où vous aurez vraiment besoin, dans un cas hyper difficile, que vous ayez la maîtrise de la gestion, de l'hypotension, de la bradycardie, de la sédation et avoir de meilleurs résultats sur ces patients ASA3, ASA4 ou déséquilibrés. Là, c'est une étude aussi intéressante qui date de 2018. Ils ont essayé de voir le type d'anesthésie que les anesthésistes choisissent pour les fractures du col. Quelles sont les raisons pourquoi Jamil choisit la rachis anesthésie, Vanda choisit l'anesthésie générale, moi, une fois sur deux, quelle est la raison? Et donc, ils ont trouvé que dans 60% des cas, c'était des causes vraiment médicales. Patients sous anticoagulants, insuffisance respiratoire sévère sous oxygène, qui justifient le choix. Mais dans 40% des cas, c'est un choix qui n'est pas médical. C'est un choix qui est dû à l'anesthésie générale, à l'anesthésie, mais sans justification médicale. Et dans 20% des cas, c'est un facteur hospitalier. En gros, dans les hôpitaux universitaires où les chirurgiens, les résidents d'orthopédie apprennent à opérer et tout, ils ont plus d'anesthésie générale que de rachis anesthésie. Parce que bon, la rachis, s'ils ne font pas des rachis continus, on ne peut pas les suivre, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, et donc l'anesthésie générale, dans ces cas, elle est obligatoire. Donc voilà, dans 40% des cas, ce n'est pas médical. Et ce qui est choquant, c'est les 20% du choix de l'anesthésiste. Donc voilà, il y a du travail d'enseignement dans ce domaine pour diminuer ces facteurs non médicaux. Là, ça se comprend en 60% des cas, si le malade est sous AVK, si, on comprend que les anesthésistes choisissent l'anesthésie générale plutôt que nerveux. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les blocs nerveux, moi aussi je les aime. Est-ce qu'il y a une place pour les blocs nerveux dans la fracture du col? Bon, je vous ai dit que pour le péropératoire, pour moi, c'est justifié. Mais est-ce qu'il y a une indication post-opératoire ou préopératoire? Et là, au début, c'est toujours sur l'analgésie post-opératoire. Ces patients opérés, il faut une PCA, il faut un bloc après pour la douleur. Voilà les 3 choix que vous avez. Noël, dès 3 minutes, fais-moi signe parce que je risque de déraper et je veux éviter d'être dans la situation de mon collègue d'avant et déraper de beaucoup. Lumbar plexus bloc. Donc, il faut un bloc du plexus lombaire. Postérieur, à mon avis, ne vous engagez pas. Il y a le bloc fémoral ou le fascia iliaca qu'on fait tous en infra-inguinal. Il y a maintenant le supra-inguinal fascia iliaca bloc. C'est le même bloc que le fascia iliaca inguinal, mais qui est au-dessus et qui permet d'atteindre le plexus lombaire de façon beaucoup plus fiable. Et il y a le PENG bloc. Le PENG bloc, c'est un bloc qui est au-dessus du cadre inguinal et qui permet d'anesthésier les branches terminales du plexus lombaire qui viennent sur le cotyle et sur le fémur, sur le col du fémur. Donc, c'est une analgésie quasiment locale de l'articulation et du col fémoral. Le bloc que nous faisons tous, le bloc fémoral ou le bloc fascia iliaca, on peut le faire en préopératoire. Et c'est utile, pourquoi? Parce que vous voyez que
Là, le groupe fascia iliaque, je vois plus moi. Voilà. Ça, c'est le groupe qui a eu une sédation, fentanyl et tout. Et ça, c'est un groupe qui a eu un bloc fémoral avant d'installer le patient pour l'arraché-anesthésie. Et donc, vous voyez, les scores de douleur avant le bloc sont comparables, 7, 8 de VA, avant de bouger le patient. Après le juste avant le positionnement, donc une fois qu'on a fait le bloc, l'analgésie est meilleure. Pendant le positionnement, le malade a moins mal, et après le positionnement, le malade a moins mal. Donc, un bloc fémoral simple permet de vous mettre dans une meilleure situation pour faire votre anesthésie déjà juste au bloc opératoire. Le PENG bloc, je ne sais pas, on n'a pas eu le temps d'en faire hier aux ateliers. Je vais passer vite. Je pense que ça, c'est plus un sujet de... C'est un bloc où il faut administrer l'anesthésie locale devant le tendon de l'iliopsoas inguinal. Donc ça, c'est l'épine iliaque supérieure. Là, c'est la branche iliopubienne. Et vous venez entre la branche iliopubienne et le muscle iliopsoas. Je passe vite parce que je pense que je n'aurai pas le temps. Là, c'est le bloc iliofacial supra-inguinal. Donc ça, c'est le bloc facial que nous faisons, donc en infra-inguinal ou au niveau inguinal. Vous voyez la diffusion du produit opaque sur le muscle iliopsoas. Donc il y en a un peu. Quand vous faites le bloc iliofacial au-dessus de l'arcade crurale, sous échographie toujours, vous voyez que la diffusion sur le plexus lombaire, elle est beaucoup plus fiable. Et donc l'analgésie est meilleure. Ça se fait sous écho. Ce n'est pas très compliqué. Nous aurons l'occasion peut-être une prochaine fois de le faire en atelier. Donc là, la comparaison, mais je vais passer. Est-ce que maintenant, bon, je sais qu'il y en a beaucoup entre vous qui aiment les cathéters. Alors, je sais que au Liban, il y a un problème avec les cathéters pour des questions de financement, qui payent le malade, les assurances et tout. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cathéters? Ça, c'est une étude assez récente. Que vous fassiez single shot ou cathéter pendant 48 heures, les besoins en morphinique sont comparables. Il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas la peine de vous compliquer la vie avec un cathéter chez un sujet âgé. Ça, c'est les besoins en morphinique. Ça, c'est les pain scores. Parce que parfois, les besoins en morphinique sont similaires, mais il y a plus de douleur dans un groupe que de l'autre. Les scores de douleur sont comparables, il n'y a pas de différence. Donc, pas la peine de vous jeter sur des cathéters, mais faites au moins un bloc analgésique pour ces patients. Quand faire ce bloc préopératoire? Je sais que la plupart d'entre nous, nous faisons le bloc en salle d'op, juste avant l'arraché-anesthésie ou après l'arraché-anesthésie pour la douleur post-opératoire. En fait, il faut le faire avant, le plus tôt possible avant l'intervention. Le mieux, c'est de le faire quand le malade est déjà aux urgences avant de l'envoyer dans son lit d'hospitalisation. Et vous allez voir pourquoi. Là, c'est une étude sur des sujets aussi vraiment âgés. Le time to block, en moyenne, c'est 50% des malades ont leur bloc avant 8 heures et 50% des malades, on leur fait le bloc après 8 heures. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, je passe celle-là. C'est ça qui est important. Quand on voit la consommation en morphinique, 72% des besoins en morphinique des patients ont lieu avant le bloc analgésique. Et 28% pendant l'opération et pendant les 2 jours qui suivent. En fait, les malades ont beaucoup moins mal après l'opération qu'avant l'opération. Et donc, nous, dans notre éducation, on a été formatés de traiter la douleur post-opératoire. Mais dans cette catégorie de patients, le challenge, c'est le pré-opératoire. Parce que les malades, une fois que la fracture est fixée et tout, ils ont beaucoup moins mal après. Et donc, il faut se battre pour diminuer ces 72% de besoins morphiniques en préopératoire. Donc, il faut faire le bloc le plus tôt possible, ou aux urgences, ou en lit d'hospitalisation. Quand vous faites le bloc avant la 8e heure de l'admission aux urgences, vous diminuez les besoins en morphinique de 63% et vous diminuez la durée de séjour post-opératoire parce que les gens ont consommé moins de morphinique, donc ils peuvent se mobiliser plus tôt et donc vous gagnez en durée d'hospitalisation. Donc vraiment, un des messages, à la limite, mais on en parlera après, l'arraché-anesthésie pour moi, elle est secondaire. La priorité, c'est analgésier avant, bien analgésier avant et opérer le plus vite et ça, on le verra tout à l'heure. Alors là, nous avons, nous, un problème en anesthésie. Je sais que ce problème existe, pas seulement au Liban, en France aussi. Parce qu'on est une spécialité. Est-ce qu'il y a des orthopédistes dans la salle? Il n'y a pas. On est une spécialité quand même. Nous avons la réputation d'être paresseux, fainéants. Voilà, je reçois une fracture du col, je fais tout pour que moi, en garde, je ne sois pas embêté.
Je vais lui demander la cardio, le pneumo, le bilan, le dosage, je ne sais pas quoi et tout. Ou Bokra, بيدبر حاله بيسلموه بالبلوك opératoire. Donc, is it fake? Parce que c'est vraiment un sujet important. Regardez cette série sur 250 patients. Il y en a 27% qui ont eu des besoins, des bilans supplémentaires. Donc, en plus de la prise de sang et de l'électro de base, ils ont eu consultation cardio et tout. Voilà. Donc, il y en a 52 qui ont eu échocardio. Évidemment, ça va transformer l'anesthésie, l'échocardio. Et cardiaque stress, vous imaginez? Un cardiaque stress, c'est un malade qui a une fracture du col. Et sur ces 67 patients, il y a 2 patients qui ont eu une coronarographie. Je ne sais pas si vous imaginez un patient de 85 ans qui a mal, qui a une fracture, qui est une urgence, on le fait attendre pour lui faire une coronarographie. On sait qu'il ne sera jamais stenté. Il ne va pas avoir un pontage coronarien avant la fracture du col. Donc, des examens inutiles. Je vais vous montrer quelles sont les causes de délai. Pourquoi on n'opère pas vite ces patients? Dans 60% des cas, c'est parce que la salle d'opératoire est occupée et qu'on n'a pas de place. Et dans 40% des cas, soi-disant, nous, on joue la sécurité, les anesthésistes sont sérieux, voilà, ils demandent des bilans et tout. Mais en fait, ça, c'est fake puisqu'on sait qu'on est paresseux et qu'on veut éviter l'urgence, on va la laisser aux autres. Sorry, hein, je provoque, mais c'est un peu la réalité. En tout cas, je l'ai vécu. Voilà les acceptable medical reasons. Je ne sais pas si ceux qui sont derrière peuvent voir. Hémoglobine inférieure à 8 grammes. Vous passez 1 kilo, vous le passez au bloc. C'est 1 fois sur 10 000. Sodium inférieur à 120 ou supérieur à 150. Ça arrive 1 fois sur 1 million. Potassium inférieur à 2,8 ou supérieur à 6. Ça n'existe quasiment jamais. Acidocétose diabétique. Comme acidocétose diabétique, surtout sur les fractures du col. Insuffisance cardiaque décompensée. Décompensée, Manetta, il est essoufflé, hypoxique, sous optiflow et tout. Combien de fractures du col vous avez vu comme ça? Arythmie majeure, supérieure à 120, incontrôlée. Pneumonie sévère avec sepsis. Et coagulopathie réversible. Vous avez rencontré beaucoup de cas comme ça sur des fractures du col? Ouais, je suis en train de filer. Comment je peux la rattraper? Voilà. Donc vraiment, les reports d'intervention sont exceptionnels. On n'a plus le droit de faire attendre les patients pour des bilans qui sont inutiles. C'est une urgence. N'oubliez jamais que c'est une urgence. La famille sait que c'est des patients qui sont fatigués, qui risquent de mourir, et qu'on n'est pas face à un malade ASA 1 ou ASA 2 qu'on opère d'une chirurgie élective. C'est une urgence, donc il faut aller vite. Est-ce que le délai d'opérer influe sur la mortalité? Et là, toutes les études montrent que plus on opère tôt, meilleure est la mortalité. Je vous montre une des études qui a comparé inférieur à 6 heures, inférieur à 12 heures, 18 heures, 24 heures. Et je sais que parfois les malades rentrent vendredi soir, ils sont opérés le lundi après-midi après le programme électif de l'orthopédiste. Eh bien, avant 12 heures, vous gagnez en mortalité. Dans les autres aussi. Mais en 12 heures, avant 12 heures, vous avez la meilleure influence sur la mortalité à 1 mois. Donc, il faut opérer ces malades vite. L'urgence de le bloc. Mais ne le faites pas monter dans le service et attendre le lendemain et le surlendemain pour soi-disant des bilans. Il faut les opérer vite. Il y a au moins une dizaine d'études. Bon, en 20 minutes, je ne peux pas vous montrer, j'ai choisi une de ces études. Regardez cette analyse sur des malades qui sont sous Plavix, fracture du col Plavix. Plavix, c'est 5 jours d'arrêt. J'espère que vous ne faites pas attendre le malade 5 jours pour l'opérer de sa fracture du col. 2000 patients. Et le résultat montre que le fait de les opérer sous Plavix ou d'attendre n'augmente pas la mortalité périopératoire et n'a pas d'influence majeure sur le taux de transfusion post-opératoire. Donc, vous pouvez les faire attendre jusqu'au lendemain, 24 heures, 36 heures, mais pas 4 jours, 5 jours, avec tous les cardios du monde, en 3 minutes, oui, feu vert ou pas feu vert, vraiment, bidons qui n'ont aucune valeur sur le plan médico-légal. Les malades, bon, vous voyez de plus en plus des malades sous Pradaxa, Xarelto, les NACO. Là aussi, 4400 patients. Le taux de transfusion, résultat comparable. L'incidence des strokes comparable, la mortalité à 1 an comparable. Donc, ne faites pas attendre les malades 4-5 jours quand ils sont sous NACO. Si vous, ne le faites pas.
Franchement, si vous avez le choix entre les faire attendre pour une rachianesthésie et les opérer tôt sous anesthésie générale, faites tôt sous anesthésie générale avec un bloc pour l'analgésie. Donc là aussi, aucun avantage à faire attendre ces patients qui sont sous NACO. À transfusion, là je sors un peu de la technique d'anesthésie. Je sais que chez les sujets âgés, on a tendance à transfuser facilement. On se dit, bon, ils ont des comorbidités et tout. Alors, ils ont comparé sur 2700 patients. Soit on transfuse dès que l'hémoglobine est inférieure à 10 parce qu'ils sont très âgés, qu'ils ont des comorbidités, ou bien on fait, comme chez les jeunes, il faut que l'anémie soit symptomatique ou l'hémoglobine au moins inférieure à 8 pour transfuser. Et donc là, on a tendance à dire, il faut le transfuser pour qu'il soit plus costaud et tout. Mortalité, à 30 jours, à 60 jours et à 1 an, pareil. Pneumonie, pareil. Stroke, pareil. Infection de la plaie, parce que les gens anémiques font plus d'infections de plaie, pareil. Les complications cardiovasculaires, pareil. Donc, il n'y a plus ce stress de dire il faut les transfuser pour qu'ils soient plus costauds. S'ils sont à 9 grammes d'hémoglobine, mais vous l'emmenez au bloc. Mais vous ne dites pas je veux le transfuser avant de l'emmener au bloc. Functional recovery, pareil. Donc voilà, aujourd'hui, quand on parle de sujets âgés, il y a 2 catégories. Il y a ça, nous, tous les gens qui ont 60-65 ans dans cette salle, et ça. Là, vous pouvez tout faire. Anesthésie générale, rachianesthésie. Faites-leur un bloc préopératoire. Opérez-les rapidement et vous aurez de bons résultats, quelle que soit la technique d'anesthésie. Là où la rachie est utile, c'est ce genre de patient. Là, vous gagnez en mortalité et hospitalière et probablement à 30 jours et à 1 an. Mais dans tous les cas, ce genre de patient, même les orthopédistes, que je... Hein? Le mécanisme de la fracture est discuté aujourd'hui par les orthopédistes. Nous, on pense que Zaha Toa ou casser le col du fémur, et une autre école qui dit non, c'est une fracture pathologique du col du fémur à cause de l'ostéoporose. Casser la fracture du col, et c'est suite à cette fracture pathologique qu'il est tombé. Et donc, cette deuxième école pense que la fracture du col est un signe précurseur d'une mort qui va arriver bientôt. La preuve, quand on les opère, ces patients, 30% dans 1 an, 30% sont morts, 30% sont en maison de repos et de dépendance, et il y a 30% qui ont une espérance de vie de entre 1 et 3 ans. Mais l'enjeu, c'est... Qu'est-ce que je fais là? Ouais. L'enjeu, c'est de les opérer vite, leur éviter la souffrance. Il y a un débat au Danemark, il y a quelques années, pour dire, quand vous recevez ce genre de patient pour une fracture du col, ça coûte trop cher à la société d'opérer ces patients, de les suivre et tout, pour une espérance de vie de 2 ans. Ah, je sais que ça peut choquer, mais les Danois disent, nous, on préfère garder ces 500 millions d'euros qu'on consacre à ces patients, à faire de la greffe de moelle chez les enfants et des pathologies où l'espérance de vie est beaucoup plus importante. À budget de santé égal, il vaut mieux dépenser l'argent là où l'efficacité est prouvée et durable. Donc voilà, c'est des débats qui risquent d'arriver petit à petit dans nos pays. Donc, fracture du col, il faut respecter les facteurs de risque qui sont sûrs. Le sujet très âgé, les démences, les malades qui ont des troubles cognitifs préopératoires sont ceux qui feront le plus de complications post-opératoires, les comorbidités et les gens qui viennent des maisons de retraite qui ne sont pas autonomes à la maison. Ça, c'est des malades qui, malheureusement, mourront plus tôt que les autres. La mortalité, sûrement que la loco-régionale est meilleure que l'âgé, surtout chez les très, très fatigués. Les 80 ans, 85 ans, 90 ans, beaucoup de comorbidités. Et dans la population générale, on sait que la mortalité intra-hospitalière est améliorée chez tous les patients, tout groupés, pas seulement chez les sujets très âgés. Les défis, les priorités pour vous, c'est 2 choses. Il n'y a plus d'optimisation préopératoire, à part ces quelques cas historiques. Donc, profitez, opérez-les le plus vite possible pour qu'ils puissent marcher le plus vite et les mobiliser. Et faites des blocs le plus tôt possible. N'attendez pas que les patients arrivent au bloc pour les soulager uniquement pour que vous puissiez faire votre rachianesthésie. Le même bloc, faites-le aux urgences. Le malade va profiter de l'analgésie. Il va éviter beaucoup les morphiniques en post-opératoire. Et là, le patient sera content et vous pouvez jouer sur donc, les bénéfices médicaux pour le patient. Je crois que c'était la dernière. Voilà, merci.
Good afternoon, everyone. I would like to introduce Dr. Frederick Georges. Good afternoon, everyone. I would like to introduce Dr. Frederick Georges, who will be presenting percutaneous disc decompression. Dr. Georges earned his medical degree from the Lebanese University in 2001. He then joined the anesthesiology residency program at the American University of Beirut till 2004. He then moved to Boston, USA for another residency program in anesthesiology at St. Elizabeth's Medical Center, Tufts Medical School. In 2008, he joined the Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, where he completed a fellowship in pain medicine. Since then, he has been a staff member of the Department of Anesthesiology and Pain Medicine at St. Elizabeth's Medical Center, where he serves as the Chief of Pain Medicine Division, as well as the Director of the Pain Medicine Fellowship Program. Dr. Georges is a clinical associate professor of anesthesiology at Boston University and the Vice President of Pain Management for Steward Medical Group. Dr. Georges, you are most welcome. The floor is yours. Thank you very much, Dr. Malouli, for this presentation, kind presentation. I would like to thank everyone for having me in this nice conference. It's going to be a little bit of pain management now, shift from anesthesiology to pain management. Our talk today is going to be about percutaneous disc decompression. The concept behind that is it reduces the intradiscal pressure of the disc. It allows that bulging disc or that contained herniation to fall away from the spinal nerve. And why that's important? Because that relieves the radicular pain symptoms that the patient would have when a disc herniation, we can see on the right-hand screen, where we have a contained herniation compressing the spinal nerve. And that compression by itself causes radicular symptoms, which is shooting pain down the leg. And that's the indication for percutaneous disc decompression. So as we can see here, we have a contained L4-5 disc herniation, and that's the paramount indication for PDD or percutaneous disc decompression. It's a minimally invasive procedure done via needles through the skin, percutaneous, and it is for contained herniation. And we don't need much to reduce such discal pressure. All we need to do is take away 1 cc maybe from that disc material, the nucleus, and that actually decompresses the disc by about 45 to 50 psi. So the time in the disc is not that high. The reduction in pressure is high by taking about 1 cc of disc material. It is not indicated for extruded disc. As we can see here, we have a 5S1 disc extrusion. It is not indicated. There's other techniques that we could do for disc extrusion or transforaminal herniation, like endoscopic transforaminal discectomy, which is our newer techniques where we use a scope to decompress a disc via endoscopy, also percutaneous. So that's a newer technique that we're using recently. But if it's a contained disc herniation, we can use an old-fashioned technique, well-established technique, easy to do, which is the PDD decompression. There are many advantages for decompression. First, it is decreased nerve manipulation. As we know, when surgeons operate and open up the spine and decompress the disc, they really manipulate that nerve root. They actually swipe it to the side so they can access the disc. With this technique, it's percutaneous, it's through needles. We're not near that nerve root. So basically, we're not manipulating that nerve root. We're not swiping it to the side to operate on the disc. All we're doing is putting a needle inside a disc away from that nerve root. So basically, there's no scar tissue formation because there's no nerve manipulation. There's a very small anelotomy where our needle goes through the disc. The anelotomy is about 3 to 4 millimeters only, which is a smaller defect that we leave behind in the annulus. And that smaller defect in the annulus actually prevents the potential recurrence of herniations through our anelotomy to access the disc material. It is done percutaneously, as we know, and the morbidity is expected to be lower since it's percutaneous approach. And the recovery also is very short.
than conventional surgery. So the return to work literally is possible within a week. And we have patients going back to work within 3 to 5 days from their surgery, like operate on Friday, they're back to work on Monday if it's not physical work. If you compare that to microdiscectomy, microdiscectomy is the gold standard for neurosurgical approaches for contained herniation. In fact, we know that 46% of back pain, lumbar radiculopathy symptoms are contained discs. About 20% are contained discs. And 4 to 6% of those patients will actually present to the operating room and then get a microdiscectomy. So those 20% contained herniations can actually be done with percutaneous disc decompression. Why it's important to know that indication? Because the failure risk of a microdiscectomy, even for a contained disc, can vary from a 10 to 40%. And there are many reasons which I'm going to show why you can re-herniate and why you can have radicular symptoms again following microdiscectomy. But let's know that there's about 33% rate of recurrence of radiculopathy following the microdiscectomy. And there's about 26% or a quarter of those patients will re-herniate. If you operate today on someone and 6 months later they have recurrence of their symptoms down the leg, which is the radiculopathy, that means that there's scar tissue formation. It means that the surgeon really took his time to put the nerve root on the side and operate at this, and there will be epidural fibrosis formation. There'll be scar tissue formation that compresses the nerve, and that causes the radiculopathy. About 6 months to a year later, you'll have a recurrence of radiculopathy. You do an MRI with contrast and you see no herniation, you may see scar tissue formation around nerve root. Versus if you operate today and a couple of weeks later, or maybe a couple of months later, you have a recurrence of your leg pain. This means that you have a recurrence of the herniation. So you do an MRI with contrast and you see a recurrence of herniation, simply because the anelotomy caused by microdiscectomy is way bigger than the one you're using for percutaneous disc decompression or endoscopic discectomy. So even though we say that microdiscectomy is a minimally invasive surgery, there is injury to the annulus, there's a large anelotomy that could cause a reherniation, there's manipulation of nerve root that could cause epidural fibrosis and scar tissue formation. So basically there is a viable option to do the percutaneous disc decompression for radicular pain for contained disc herniation. So it is an interesting alternative to conventional surgery, and it really bridges the gap between failed conservative care, physical therapy, bed rest, NSAIDs, 6 weeks taking it easy on your back, and the microdiscectomy surgery. It doesn't involve any bony resection or muscle splitting. There's no manipulation of the nerve root. It provides an indirect access to disc herniation. As opposed to endoscopic discectomy, we have a direct access. We have an indirect access to the skin, but we see the disc that we're operating on. The approach is very simple. The PED approach is extremely simple. It's the discography approach. This is the skeleton, prone position. The X-ray is oblique. To get a extrapedicular approach into a disc, we go through the Camden's triangle, which is the boundaries of which are the pars anterior articularis, the inferior pedicle, and the exiting nerve root. We really focus on getting that Scotty dog image, and where the dot is where we access the disc by needles placements. You see that black dot? This is an X-ray of an actual case where we actually oblique the X-ray about 30 degrees and in cranial direction, so we can flatten up the superior and inferior end plates, and that black dot in the middle at L4-5, actually at L3-4 is actually where we enter into the disc. One of the techniques, there's multiple techniques that you can use decompression for. You could use a striker decompressor, where it's a mechanical decompression. You could use a thermal like nucleoplasty or biacuplasty, or you could use a spine jet hydrosurgery system. Where my favorite technique that I use the most is the hydrodiscectomy, where you have a console
that actually jets a saline stream through that 3.2 millimeter tip. That 3.2 millimeter tip that you see here is intradiscal inside the disc, where a jet of saline stream is coming out of that nozzle, and via Venturi suction effect, you're cutting away disc material, taking them into the evacuation tube, and the debris will go into waste. So it's a handheld device that you can decompress within 3 minutes a disc intradiscally, percutaneously. The time in the disc, we used to say you need to be in a disc about 3 minutes to decompress the disc, where the new endoscopy techniques, I'm able to do it in 1 to 2 minutes. So basically, you don't need the full 3 minutes if you don't want to do the full 3 minutes. 2 minutes is a decompression, whether you're older or younger. It's the same achievement of 15% reduction in that disc material, enough to decompress the disc, lower the pressure, and come off the nerve root so that radicular symptoms down the leg will resolve immediately post-surgery. Patient selection is very important. For the PDD, you have to have the percutaneous one. You have to have a continuation and not an extruded disc. You have to have radicular pain, not just for back pain, it's for shooting pain down the leg. You have to have a preserved disc height, more than 50%. And the indication really is after the fact that you don't respond anymore to conservative treatments such as physical therapy, medications, rest, and epidurals. It is for far lateral herniated disc and recurrent herniated disc as well. You could do that on a failed microdiscectomy patients. You can actually go ahead and do a percutaneous disc decompression on them. It is contraindicated for extruded disc, like I said, for free-floating disc, like a sequestered disc. It's contraindicated. You cannot retrieve that disc anymore. Osteophytes around the nerve roots, because you're not doing any bony resection. If you have a bony spinal stenosis as well, it is contraindicated, and spondylolisthesis. Perioperative considerations that we tell our patient is, it's first an outpatient surgery done under local anesthesia and sedation, basically MAC, propofol infusion, or fentanyl Versed, and the patient is really under MAC anesthesia. We give 2 grams of Kevzol, like IV antibiotics, prior to incision. We tell our patient to expect some local pain, aching from the disc needle itself. Use our usual pain medications for about 2 to 3 days. Apply ice to the puncture site. We're available 24/7 with our fellows on call, so they can call us for any dramatic increase in back or leg pain, weakness in the legs, incontinence, fever, or chills, any major neurological complication. Where we have them wear a lumbar brace for 4 weeks post-op, just to be the fact that they cannot twist, lift, heavy lifting, twisting, bending, so that they can actually not re-herniate their disc, even though the aneurysm is so small. So no lifting, golfing, swimming, dirt bike for about a month, 2 weeks follow-up appointment in the pain center, and we tell them not to return to work for at least 3 to 5 days. And if they return to work, they will have to wear that brace that we provide them. The access set that we use is very simple. There's a spinal needle in the middle, there's the trocar, and then there's the dilator, and there's a guide wire. I'm going to show you pictures of how we access the disc and how we do it on the cadaver workshop that we usually do to teach surgeons and pain attendings how to do it. So the hydrodiscectomy set, the spine jet, that's the access set that we use, and this is the handheld device that I talked about where we do the decompression. You only need a scalpel and a Sharpie just to find the location where we need to enter. So that's the cadaver, like I said, workshop. We took those pictures 2 years ago. We're using 17 gauge needle, spinal needle, to access the disc. After we get an image, we take out the stylet. After taking out the stylet, we put down the guide wire into the disc. And this is an image of a guide wire into the disc, intradiscal, the level of, I believe this is L4, 5. We have to take out the spinal needle, make a skin nick and incision so we can actually introduce our trocar with the dilator, the blue one, and the
back where we actually put it in a trocar, and the trocar and dilator goes over the guide wire. That's an image showing that we have a dilator intradiscal with the trocar just at the end of the annulus. We don't want to push that trocar further in. I don't want it to be in the nucleus pulposus. I want it to be at the 1/3 posterior, 1/3 of the disc, basically just separating the annulus fiber, the annulus fibers, not the nucleus pulposus fibers or cartilage. The dilator is inside the disc, and that's an image actually of an actual trocar with the dilator intradiscal in the middle of the disc. You take out the trocar, you leave you take out the dilator, you leave the trocar behind, because the trocar is your entry point into the disc when you introduce that handheld device. That's the handheld device we talked about. It's me putting it in through the trocar into the disc, and this is the image where you see that tip. You don't see the water, obviously, and then this is the tip where the water comes out. The disc material gets chewed up by Venturi effect and gets evacuated through the evacuation tube into waste, and we can send it to pathology and figure out how much disc material we took out. That's basically what's happening in this image, showing that we are actually decompressing the disc so that the annulus will fall back, the disc will fall back from the nerve root to relieve radicular symptoms, which is shooting pain down the leg. You don't want to push it that far. Trust me, it's not that difficult to push the handheld device anteriorly. This is a cadaveric picture. We just did it just to show that you want to take live fluoroscopy when you're actually decompressing the disc, so you don't push that trocar further and you go anterior, and you can actually resect retroperitoneal structures. So you got to be careful not to push it hard. Take X-ray live fluoro, sometimes we do, or from time to time we take a series of live fluoro so that we make sure we are still intradiscal, not pushing that tip beyond the anterior edge, or not pushing that tip beyond the middle of the disc, actually. And this is the movement that we do. We go in and out, right to left, and rotation. And that's how we create the vacuum inside the disc to decompress it and to make it fall away from the nerve root. That's an actual photo of an intradiscal jet. You see the jet coming out, the disc material being consumed. You don't see any more disc material where that jet was open because it was actually evacuated with the vacuum tube, the Venturi effect. And that's a great decompression of the disc material intradiscal. That's what you need to create actually to decompress the disc so that you take away immediately lumbar radiculopathy symptoms, shooting pain down the leg, and back pain. The evidence behind hydrodiscectomy is ample. We have Kim and I reported that about 40% of patients had excellent results following hydrodiscectomy. About 50% of them had good results. Only one patient had poor outcome because he already returned to work, about 7.7%. Study done in Boston area with a group of neurosurgeons, actually, with pain physicians, orthopedic surgeons and spine surgeons and both pain physicians, who did find a success rate of 92% for short-term improvement, which is less than 6 months, and a long-term success about 65% in radicular pain, already bigger, more success rate than a microdiscectomy. And about 80% of patients literally avoided surgical decompression via old-fashioned, gold standard microdiscectomy approach. And there were no complications in the study. So the bottom line is there's no nerve root manipulation, like I said. It's non-percutaneous, meaning there's no scoliotomy, about 3.2 to 4 millimeter. Basically, the trocar is 4 millimeter. The handheld device is 3.2 millimeters. So that small annulotomy defect leaves no room for reherniation and recurrence of pain. Maximum, you need 3 minutes. Honestly, I don't think you need 3 minutes anymore, because with endoscopy, we're actually doing it in 1 minute, 1.5. So I would say 1 to 2 minutes in the disc under live fluoro from time to time. By timing it is the only way to figure out that you decompress that disc.
And then also when you hold that handheld device and then you actually start creating a vacuum inside the disc, and the disc material will actually fall away from the nerve root, you can actually feel that there's a void in the disc itself, and you feel that you really decompress, and you can go from one quadrant to another quadrant in the disc, and you can actually take out more material as you feel it's right till you find that sphere where your handheld device is moving easily in the disc. This means that you really decompress that disc, and you just shut off the jet and take off the needles along with the jet out of the disc. There's no heat-related injury, like, you know, you're not using any heat basically to, there's potential of injury is less. There's no vibration, not mechanical. There's no vibration-related injury. It really removes quantifiable amount of disc materials in a controlled manner over minutes in the disc, allows the disc to fall away from the nerve roots. It's done as an outpatient surgery under local anesthesia and sedation, literally skin to skin from the minute I start the x-ray, the minute we decompress and take out the needles is probably 30 minutes, doesn't take more than that. And intradiscal time, 1 to 3 minutes, variable. It is fast recovery, fast return to work within 1 week. It is a simple technique to decompress the disc for contained disc herniation for patients with lumbar radiculopathy. And thank you very much for hearing me out. Well, I would like to thank Dr. Gerges for his excellent presentation. Any questions? Si on a un patient de 85 ans, par exemple, et qu'il a une fracture de col, et il prend Plavix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le courage de dire vas-y, tu peux faire l'anesthésie rachidienne? Sinon, et je crois c'est la réponse, quel est le mieux de faire transfuser les plaquettes et après faire l'anesthésie rachidienne, ou bien de faire l'anesthésie générale directement? Merci. Je m'attendais à cette question. Je m'attendais un peu à cette question. Il y a des équipes, quand les malades sont sous Plavix, qui les opèrent 24 heures, 36 heures après, pour que l'effet du Plavix commence à diminuer, et font une rachie, injection unique, pas de rachie continue, parce que plus on manipule, plus ça saigne. Mais il faut qu'en face, que tu puisses justifier pourquoi tu as fait la rachie. Et si tu as un malade qui n'a pas de problème respiratoire et tout, et que tu lui fais une rachie sous Plavix, c'est une chose. Si le malade est sous oxygène à domicile, BPC, eau sévère et tout, là, aucun expert ne viendra te dire qu'il faut mettre le rachis anesthésie. Parce que tu expliques à la famille, si je l'endors, il a 80% de chance de finir en réanimation. Si la réanimation, parce qu'il y a des réanimations qui refusent d'accepter ce genre de patient, ou bien on prend un risque de 1 pour 1000 qu'il soit paraplégique. Dans les deux cas, c'est risqué. Et donc, quand tu présentes ça à la famille, en général, la famille, la réponse, elle est connue. Et non, s'il y a 80% de chances qu'il aille en réa, trachéotomie ou ventilation, et que tu leur présentes une technique qui a des risques, et que tu justifies dans ton dossier, parce que là, c'est pas rachis simple. Non, rachis, je sais, il y a un risque de saignement, et il y a un risque de rentrer en réanimation en cas d'anesthésie générale. La famille est prévenue, consentante, et là, tu fais une rachis simple. Et là, évidemment, dans ce cas, c'est pas le résident R1 qui va faire de la rachis et piquer 18 fois. Là, tu choisis un bon anesthésiste, un bon chirurgien pour que la rachis suffise, et là, tu y vas. Si c'est un résident d'orthopédie de 3e année, tu fais une anesthésie générale. Tu ne peux pas imposer une rachis anesthésie si tu sais que la durée opératoire ne va pas suffire. Et tu ne peux pas mettre un cathéter parce qu'il a encore du Plavix efficace. Donc voilà, il faut pouvoir justifier dans ces cas. Si tu justifies, tu peux tout faire, mais il faut justifier. Il y avait une deuxième question, transfusion de plaquettes. Je n'ai pas de réponse. Parce que déjà, pour les préparer, je ne sais pas combien de temps il faut. C'est pas
rapidement disponible. Et puis, je ne sais pas. Franchement, moi, je n'ai jamais utilisé ça. C'est ou 36 heures d'attente. Je ne dépasse pas les 48 heures parce qu'on sait que la mortalité monte avec le délai. 36 heures, j'explique à la famille, voilà les deux risques. La famille signe et là, tu appliques l'accord que tu as trouvé avec la famille. We use the epidural catheter the same for the spinal continuous. You can use it because the incidence of post-dural puncture headache is low in these very elderly patients, and technically it's easier to do it with the classical epidural kit than with the very thin catheter, spinal catheters that are promoted, which are very clever but tricky when you had to handle them and insert 29 gauge catheter in the spinal canal. Okay, thank you. Okay. Est-ce qu'il y a intérêt de la clonidine dans l'anesthésie rachidienne? La clonidine va prolonger la durée de la rachianesthésie, mais elle va avoir des effets hypotenseurs. C'est comment expliquer? La clonidine permet de retarder. Non, quand tu fais une rachie sans clonidine, le malade saigne, son système sympathique se contracte et donc l'hypotension, elle met du temps à s'installer, puis après elle s'installe vite. Quand on met de la clonidine avec la rachianesthésie, il y a plus ce système sympathique supérieur qui compense et donc plus le malade saigne, donc l'hypotension elle est progressive, tu la vois venir. Alors que quand tu ne mets pas de clonidine, tu as une normotension, donc tu penses que le malade est bien rempli et tout. Et puis après, quand le système sympathique n'arrive plus à suivre, la chute de tension est brutale. Dans ce genre de contexte, on évite la clonidine parce qu'on ne veut pas compliquer une situation hémodynamique qui, on sait, qui est critique pour ces patients. Donc en général, les gens qui veulent diminuer la dose de marcaïne rajoutent un peu de fentanyl au-dessus fentanyl, 25 gamma de fentanyl ou 2,5 gamma de fentanyl en rachis. Tu améliores l'analgésie, donc même si le bloc n'est pas très haut, au moins tu compenses avec un peu d'opiacé. Question for Dr. Georges. Thank you for your presentation. What are the odds to redo the technique after the first attempt for radicular pain, for example, like we do for the transforaminal injection or intralaminar epidural infiltration? Obviously you're not going to offer percutaneous disc decompression the moment your patient shows up the door in your clinic and then having radicular symptoms with a contained herniation, because the natural history of radicular pain and back pain and disc herniation, especially in young men and women, is the tendency to have this to fall away by itself, get absorbed over time and shrink so that it doesn't cause any radicular symptoms if you give it enough time. So we start with conservative management, conservative treatment, which is physical therapy and NSAIDs, a course of Motrin, Advil, or Aleve, which is non-steroidal over a few days to a couple of weeks. And then following that, if the patient's radicular symptoms are still problematic and painful, then you offer them an epidural. You start with the transforaminal, we start with the translaminar midline, especially if the pain is bilateral radicular, both legs. And you can opt to do a transforaminal where if you know which disc is herniated via MRI and you know which disc is being compressed, and then you will actually correlate that with the dermatomal distribution of that herniation. And then you go ahead and you do a targeted transforaminal epidural. If you fail your translaminar epidural, followed by failure of your transforaminal epidurals, the two different techniques, you can access the epidural space and the setting of a contained herniation that's not getting better within 3 to 6 months, I would say at the 6-month mark, you will go ahead and offer a microdiscectomy. Because within either microdiscectomy or percutaneous disc decompression. If you're a surgeon, you're going to offer microdiscectomy. There's no other way. If you're pain physicians, then you start thinking out of the box and thinking of ways to minimize the invasiveness of any surgery so that you can actually provide a better option in a way that you didn't cross that bridge and had spine surgery. So it's a fine line between surgery, minimally invasive versus percutaneous decompression. So you offer that at least
you gotta have 6 months of pain, failed conservative management before you start offering a decompression. You won't do it before 6 months. Can you do a multi-level procedure in the same time? For No, no. You would only do, if you're choosing to do a translaminar or a transforaminal. A transforaminal can be done 2 levels. If you think there's 2 nerve compressions, maybe like L5 and S1 transforaminal, 2 levels transforaminal, or L4 and L3 or whatever it is. But if it's a translaminar epidural between the spinous processes, you only choose 1 level, usually the herniated side, the closer to it. You could be 1 level below it because the medications, we know it floats up as well as floats down. Basically, in the epidural space, it could float up to 2 levels superiorly and 1 level below the injection site. So you try your best to be very close to the herniation, and you try your best to isolate which nerve if you're doing transforaminal, and you can inject up to 2 nerve roots unilaterally. If it's a unilateral herniation, you could choose 1 level bilaterally if it's bilateral nerve root compression. But in that case, I prefer to do a translaminar or midline epidural. Thank you. You're welcome. Dr. Georges, I would like to ask you one thing. What do you think about caudal infiltrations in adults versus epidural infiltrations at the level of the disc? Yes, so we try to do caudal epidurals injections for patients who had surgery. Basically, they had a posterior decompression, hemilaminectomies, or fusions. Basically, there is no ligamentum flavum. There's no ligamentum flavum. There's no that positive pressure when you're doing your epidural with your TUHI, and then you go ahead get a loss when you go beyond that ligamentum flavum. So in my mind, if a patient had spine surgery, has bilateral radiculopathy, my first approach is the caudal infiltration or a caudal epidural, simply because I cannot access that 5S1 location. I cannot access that L4-5 if there's any previous spine surgery. So I go ahead and do a caudal. Versus the patient never had spine surgery or had a spine surgery, let's say at a higher levels, L3, L4, I'll go ahead and do an L4-5 or an L5S1 translaminar epidural. So I always will focus on the MRI findings, the level of the surgery, because that tells me whether or not there's ligamentum flavum. They have to take the ligamentum flavum to access the disc material and do a hemilaminectomy. So if you operate at L4-5, you can never do a translaminar epidural at L4-5. The chances of getting a wet tap is so high because you're going from skin, subcutaneous tissues, immediately into the dura, and your dura is going to be your positive pressure before you lose it intrathecally, and you'll have a pneumocephalus or air loss in the intrathecally. So you would never do a translaminar at the level of the surgery. Then you'll go for caudal or bilateral transforaminal or unilateral. Versus the other way, in summary, you do a translaminar if you never had back surgery. These are the 2 indications. I really switched from a translaminar on a virgin spine to a caudal because my translaminar didn't work. I always try my best to be at the level or just 1 level below the herniation. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Before vacuuming, we are already working on a sick disc. Before starting the discectomy, is there any risk of any fragment when we are localizing our disc that could migrate before we start the vacuuming? No, because what happens is, first of all, on MRI finding, you have to have a contained herniation, meaning the disc did not go through the posterior longitudinal ligament. That's the boundary of the disc. If the disc goes through that PLL, posterior longitudinal ligament, you'll have an extruded disc. If it went beyond it and get cut, it goes into the canal, that's a sequestered disc. So those 2 indications are not indication for PDD. So if you have a contained herniation and you put your needle trocar into the disc, there's no way to cut off disc material. There's no way to excise disc material and let it float away because that device is intradiscal in the nucleus. And that vacuum, when you do the live fluoro and you're vacuuming, entering, exiting, and
turning it, you're intradiscal, you're inside the disc. So there's no way you're cutting annulus material so that the disc floats out into the canal and gets separated from its core. You're intradiscal, you're inside the disc, you're actually vacuuming, excising intradiscal material, and that vacuum tube, evacuation tube, sucks out immediately that jet, that nozzle that goes out, the Venturi effect will suck it into that vacuum, goes back into the waste. So it's a closed system where at the end of the 2-3 minutes, you'll have probably 500 cc's of saline. That's how much we really infuse into the disc, but it's continuous infusion suction via that console. So there's no water left out in the disc or no saline left in the disc. And any structure material, which is the nucleus in this case, in front of that nozzle jet stream gets evacuated to the vacuum tube. So there's no way you can cut parts of the disc and leave it behind you. The only risk is that where you saw the trocar into the annulus, that 3.2 millimeter or 4 millimeter, basically the trocar, and that 3.2 inside it, that's the only annulotomy location where a disc material could herniate through. And that 4 millimeter is too low. If you do microdiscectomy, you're actually, your annulotomy is bigger, and you take out material, disc materials via, you're chipping it away, you use a pituitary or something to take out disc materials. The risk of leaving disc behind is higher, I would say, it doesn't exist in percutaneous disc decompression. So it's way higher in microdiscectomy or regular discectomy. Thank you. You're welcome. Thank you, Dr. Judges, for your excellent presentation and your answers. Thank you. Thank you very much. So guys, yalla. 2 days, 26 lectures, among which 4 keynote speakers, all went flawlessly. We're really very happy. And we want to thank our moderators and our speakers. And also, we want to tell everyone happy World Anesthesia Day. And thank you for all the efforts. Infomed, thank you very much for a perfect organization. Thank you.